Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la présentation du budget. Comme à l'habitude, bien sûr, maintenant, dans notre souci de transparence, les assemblées publiques du Conseil municipal sont diffusées sur Internet. Alors, et nous en sommes très, très fiers. Alors, ce soir, Madame la greffière, il s'agit d'une séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Lévis, puisqu'il y aura une autre séance qui suivra, où là, on pourra aborder les autres questions. Alors, je rappelle que cette séance est web diffusée, mais aussi, je rappelle qu'au niveau des périodes de questions, les questions doivent porter spécifiquement sur le programme triennal d'immobilisation et sur le budget pour l'exercice financier. Alors donc, voilà. Alors, Madame la greffière, est-ce que l'ordre du jour, finalement, ce qu'on a aussi dans l'ordre du jour, c'est finalement, bien sûr, l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Nous avons également la présentation du programme, parce qu'on l'accepte et après, on en fait la présentation, tout comme on adopte le budget et on en fait la présentation. Alors voilà, cette présentation sera faite conjointement par M. Clément Genet, qui est le président du comité de finances, et moi-même. Alors voilà, donc bonne soirée à tous et à toutes. J'ouvre donc sur la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou si vous attendez à la deuxième période de questions après la présentation? Oui? OK, parfait. Alors, on procède, Madame la greffière. OK. Alors, nous y allons maintenant avec l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2018, 2019, 2020. Alors, donc, ce sujet est pour adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années financières 2018, 2019, 2020. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? J'appuie. Alors, donc, le programme triennal d'immobilisation est maintenant adopté et nous allons en faire immédiatement la présentation. Alors, nous allons présenter les faits saillants et je pense que Monsieur le président du comité de finances, notre nouveau président du comité de finances, aura une présentation un peu plus détaillée à faire ce soir. Alors, est-ce que ça va pour ça? Donc, avec l'annonce aujourd'hui de notre programme triennal d'immobilisation, nous allons nous attaquer à deux éléments majeurs. D'abord, la fluidité de la circulation et l'entretien et l'amélioration de nos équipements sportifs et des infrastructures d'aqueducs et d'égouts. Le programme triennal d'immobilisation va totaliser 330 000 $ pour des emprunts nets de 202,5 millions de dollars, donc 75,6 en 2018, 65,6 en 2019 et 61,3 en 2020. Donc, en excluant l'ajout du 10 millions au PTI pour les années 2018-2019 pour le lien de Saint-Rédempteur, la Ville maintient le cap pour les cibles d'emprunt qu'elle s'est données en mai 2017. Donc, nous sommes dans nos cibles qu'on avait identifiées en mai 2017. Bien sûr, il y a le lien de Saint-Rédempteur où on va avoir une petite déviation pendant un an, mais après, on va revenir à la normale, donc, du plan de match qu'on s'est donné. D'abord, cette année, et pendant les 3 prochaines années, 64 millions de dollars seront consacrés à l'amélioration de nos axes routiers, notamment le lien de Saint-Rédempteur, le prolongement de la rue Saint-Omer vers l'autoroute 20, la réalisation de 2 rues collectrices dans le carrefour Saint-Romuald sur les rues de Lavanoise et de Courchevel, de même que pour la réfection du pavage, des bordures et des trottoirs sur l'ensemble du territoire, 24 millions de dollars. Le PTI prévoit également une somme de 103,6 millions de dollars pour la mise à niveau des réseaux d'aqueducs et d'égouts, dont 17,5 millions pour le développement et l'aménagement de parcs industriels. Nous maintenons le cap pour le développement de nos parcs industriels parce que, on va le voir tantôt dans le budget, il nous faudra, et bien sûr, maintenir un équilibre entre le développement résidentiel, commercial et industriel parce que c'est notre seule façon d'aller chercher des revenus, à part la taxe foncière, bien sûr, et c'est une des seules façons de faire en sorte qu'il faut conserver l'équilibre entre le résidentiel, le commercial et l'industriel. Alors donc, voilà pour ces éléments-là. Alors donc, nous avons aussi une dette qui est en contrôle, puisque en 2018, le service de la dette s'élèvera à 51,6 millions.
C'est une hausse de 3,5 millions, mais cette variation est composée de l'augmentation de 3,3 millions en remboursement de capital et de 200 000 en paiement d'intérêts. Nos ratios de politique de gestion de la dette sont évidemment respectés, puisque nous avons 2,43 au 31 décembre, donc l'endettement sur la richesse foncière uniformisée de 2,43 encore une fois sous la moyenne des 5 grandes villes québécoises comparables de 100 000 habitants et plus. Nous avons un endettement par unité d'habitation de 7 437 sous la moyenne des 5 grandes villes québécoises comparables de moins de 100 000 habitants et un ratio du service de la dette nette sur le budget de 17,9 sous la barre des 20 C'est nos 3 ratios. Mais malgré cette position enviable, comme je le disais au début, nous avons mis en place un système de contrôle, de gestion de notre dette. Ce système-là va nous amener au niveau de la direction générale à nous proposer, avec l'aide du bureau de projet, avec l'aide de toutes les directions de la Ville, à nous proposer un programme triennal d'immobilisation pour les 10 prochaines années, ce qui va nous permettre de pouvoir, donc, faire en sorte, au cours des 10 prochaines années, donc, de s'assurer un plafonnement de notre dette, même si, comme je le disais, on est dans une position enviable, et donc s'assurer que notre dette va demeurer comme étant l'une des plus faibles dans les grandes villes de 100 000 habitants et plus. Alors, au niveau des principaux projets dans le programme triennal d'immobilisation, nous avons bien sûr le lien de Saint-Rédempteur, le développement dans le secteur du pôle commercial de Saint-Romuald, pour lequel on injecte 13 millions de dollars, le développement des infrastructures dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon pour 10,2 milliards, le prolongement de la rue Saint-Omer et le raccordement au boulevard Étienne-Dallaire, l'aménagement du secteur de la Traverse, le développement du secteur Monseigneur-Bourchette Sud. En loisirs et culture, bien sûr, il y a la construction du complexe aquatique multifonctionnel, donc un projet fort attendu par la population. Donc, Mme Isabelle Demers va suivre de très, très près, n'est-ce pas, avec M. Clément Genet. Donc, nos 2 conseillers de Saint-Nicolas, nos 2 conseillers et conseillères de Saint-Nicolas vont avoir la magnifique tâche de suivre ce projet de près pour nous assurer qu'on tient la route en fonction des budgets qu'on a prévus. Construction de la Maison de la musique et de l'École de danse. Donc, c'est l'agrandissement du Centre culturel à Lévis. On va également compléter nos investissements dans les divers parcs et interconnexions des réseaux cyclables, Grand Parc urbain pour 2 millions, l'aménagement et l'entretien des parcs pour 2 millions, l'interconnexion de notre réseau cyclable. Il nous reste une portion à faire, donc à compléter entre Saint-Jean-Chrysostome et Bréquéville. Alors, je pense que ça, on va y travailler très fortement. Réfection d'arénas et de systèmes de réfrigération. Oui, imaginez-vous qu'on va procéder à la réfection de nos systèmes de réfrigération dans 2 arénas où les systèmes sont je veux dire, en fin de vie, celui de Lévis et celui de Bernières. Alors, donc, on va y travailler très, très fort et on a des aides financières gouvernementales qui sont accrochées à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a inscrit les 2 arénas aux programmes gouvernementaux et on s'est retrouvé chanceux. Dans le fond, les 2 arénas ont été considérés et on a reçu des subventions de tout près d'1 million pour chacune des arénas pour procéder donc à la réfection de nos arénas et nos systèmes de réfrigération. On a aussi la rénovation de la bibliothèque Pierre-Georges Roy qui devrait se compléter cette année. Alors ça, c'est intéressant. Infrastructure d'aqueduc et d'égouts, vous le voyez, on donne un gros coup encore pour les 3 prochaines années. En raison du fait, parce que le montant apparaît élevé, là, mais il ne faut pas oublier qu'on reçoit des aides financières du gouvernement. Donc, en vertu de la taxe sur l'essence, on reçoit au-delà de 40 millions pour faire les infrastructures, refaire nos infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Et bien sûr, le programme se termine en décembre 2018, donc ça sera une grosse année pour compléter l'amélioration de nos infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Et souvent, les subventions peuvent atteindre jusqu'à 80 des travaux. Imaginez-vous, c'est quand même intéressant pour nous. Alors, on aura ça, nos réseaux d'égouts pour 24 millions, réseaux de distribution d'eau et leur interconnexion pour 20 millions. On se souvient qu'on s'est engagé dans un vaste plan d'action d'interconnexion de nos distributions d'eau potable. Notre objectif, à terme, c'est de s'assurer, par exemple, que s'il arrive une problématique dans l'ouest de la ville, qu'on va être capable de pousser de l'eau de l'usine de Desjardins vers l'ouest pour éviter
pour éviter de frôler la catastrophe comme c'est arrivé à Lac-Mégantic avec l'incident du Lac-Mégantic où d'un coup, le ministère de l'Environnement nous a ordonné de cesser d'alimenter 45 000 de population où la source d'eau potable était la rivière Chaudière en raison de ce qui est arrivé à Lac-Mégantic. Alors donc, finalement, la Ville a été très efficace pour amener une source d'alimentation alternative. Mais si c'est arrivé en plein cœur de l'hiver avec moins 15, moins 20 degrés, il aurait été impossible de faire ces types de travaux-là. Alors, imaginez-vous la conséquence pour les 45 000 personnes. Alors là, ce qu'on veut, c'est interrelier. Alors, faire en sorte aussi que si jamais il arrivait un problème dans l'Est, donc dans une de nos prises d'eau potable au fleuve, bien qu'on soit capable de prendre de l'eau de l'ouest de la ville et de l'envoyer vers l'Est. Alors, voyez-vous un peu, ça nous sécurise au niveau de nos réseaux. Alors, on poursuit ces programmes-là. Alors, donc, voilà. Et bien sûr, le développement et l'aménagement de parcs industriels, de nos parcs industriels, pour une somme de 17,5 millions. Réfection de pavage, trottoir, bordure, on maintient les rythmes avec 24 millions. Mesures pour la mobilité durable, ça, c'est des mesures d'accompagnement dans le cadre du plan d'action qu'on a déposé pour le transport en commun. Je rappelle que le budget du plan d'action pour le transport en commun est à la Société de transport de Lévis. Ici, ce sont les éléments supplémentaires. Par exemple, si on décide d'ajouter une piste cyclable lorsqu'on fait les voies réservées, alors donc ça, c'est à la charge de la Ville. Alors donc, on a ajouté ces petits travaux-là. Les voies réservées à Saint-Rédempteur qu'on va compléter, l'ajout de feux de contrôle de circulation, ça, c'est pour l'ensemble de la Ville. Et finalement, la première phase de la construction de la centrale de police et l'acquisition de véhicules d'intervention en incendie et en équipement. Au niveau du développement des logements sociaux et communautaires, ma foi, M. Dumoulin, ça a bien été de ce côté-là, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau des logements sociaux, nous avons ajouté un record de 500 logements sociaux pendant le dernier mandat, ce qui est un record parce qu'honnêtement, on ne prévoyait pas en faire autant. Et en plus, on a ajouté pas loin de 500 appuis financiers pour le financement des loyers, donc comment on appelle ça, M. Dumoulin? Les PSL, donc les programmes de soutien au logement. Alors donc, pour les gens qui en ont vraiment besoin. Alors donc, ça, on est très fiers de ça. Ce qui veut donc dire que finalement, on est intervenu au cours des 4 dernières années et on a bonifié de 1000 logements, de 1000 unités, l'aide aux logements sociaux. Ce qui est quand même, à mon avis, probablement un record dans les logements sociaux, peut-être, M. Dumoulin. Bien, simplement pour vous dire, effectivement, par rapport au nombre de logements qui nous sont attribués, parce que les villes de Montréal, Québec et Gatineau ont un nombre d'unités sur les 3000 habituellement que le gouvernement se réserve par année, et on réussit quand même à aller chercher. Ça griche un petit peu, là. Ça permet d'aller... On va chercher 125 logements par année, même s'ils ne sont pas attribués. Ça fait que ça, on en fait plus que Gatineau, qui en a 250, exemple, déjà d'attribués, de données. Là. Fait que c'est une belle acquisition pour nos citoyens. C'est une belle aide qu'on fait à notre population, parce qu'on c'est pas tout le monde qui... on a certaines poches des personnes vulnérables, je pourrais dire, et ça leur donne un toit. Moi, je suis très, très fier de ça. Je disais dans les journaux, Ottawa était tout content de dire que Ottawa, qui est une ville d'1 million et plus, qu'il passait de 100 à 300 logements sociaux par année, et c'est ce qu'on fait, nous. Ça fait que je pense que notre population est bien servie à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup, M. Dumoulin. Alors, donc, voilà pour la présentation du programme triennal des immobilisations, et on sera disponible, évidemment, pour répondre aux questions. Est-ce que le programme triennal des mobilisations a été distribué? Est-ce qu'il y a des copies disponibles dans la salle pour le programme triennal? Il y en a. Oui? On en a quelques-unes, donc bravo. Alors, donc, s'il y en a qui veulent quelques copies du programme triennal des mobilisations, il nous fait plaisir de vous le remettre parce que, évidemment, dans notre souci de transparence et à la demande des médias, surtout, c'était une demande des médias à l'époque, je me souviens, les gens nous avaient dit, parce que je ne le savais pas, moi, en 2013, quand on a fait le premier budget, les médias ont dit, c'est curieux, vous êtes une des seules villes qui ne rendait pas public le programme triennal des mobilisations. Et effectivement, c'était le cas. Alors là, en 2014, on a corrigé le tir et on a décidé de le rendre public. Mais on comprend pourquoi il n'était pas rendu public, parce qu'au fond,
Ça ressemblait plus à une liste d'épicerie où on mettait à peu près tout ce qui est possible et imaginable pour aller au ciel, comme on dit. Mais au fond, là, maintenant, il est plus rigoureux, donc on est très fiers de le rendre public parce qu'il donne un portrait assez réel de ce qui se fait maintenant chez nous. Alors voilà, on procède aussi maintenant, donc la présentation est faite, Madame la greffière. Est-ce que c'est à votre goût? Oui, ça va? Bon, parfait. Nous allons passer maintenant au point 4.1, qui est l'adoption du budget pour l'exercice financier 2018. Donc, c'est un budget de 267 800 000 $ pour l'exercice financier. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais en faire la proposition. Je vais appuyer. Alors donc, M. Clément Genet en fait la proposition, bien sûr, à titre de président du comité de finances. Alors, cette année, donc, nous prévoyons, nous annonçons une hausse de taxe moyenne de 2,8 %. Et ce 2,8 % fait en sorte que Lévis maintient une taxation parmi les plus faibles au Québec. Donc, cette augmentation, en plus de l'inflation, donc différents facteurs viennent expliquer cette hausse de taxe. D'une part, la marge de manœuvre de la Ville est limitée en raison du coût des services, qui est le plus faible parmi les 10 grandes villes au Québec. D'autre part, la Ville se doit de bonifier ses infrastructures et de continuer à résorber le déficit d'entretien des infrastructures existantes. Pour conserver ce rang, nous avons poursuivi nos efforts d'optimisation de nos revenus et effectué un exercice rigoureux de réduction des dépenses qui atteignent 34 millions de dollars au cours des 5 dernières années. Je pense que c'est effectivement, au niveau des dépenses anticipées, l'un des plans les plus vigoureux des 4 dernières années en termes de recherche d'efficience. Alors, nous allons investir, bien sûr, des sommes importantes dans nos infrastructures pour maintenir, voire améliorer la qualité de service auprès de nos concitoyens. Alors, en réalité, notre charge fiscale va être finalement au niveau de la majorité des grandes villes, elle va être la plus faible charge fiscale. Alors, parce qu'elle va être de 2 732 pour une maison moyenne en 2017, alors que la moyenne des 10 grandes villes est de 12,3 % de plus qu'à Lévis. Au niveau de la richesse foncière, notre richesse foncière uniformisée est passée de 15 milliards à 18 milliards. On continue de faire très bonne figure puisqu'on occupe le premier rang au chapitre de la croissance de la richesse foncière avec un taux de 20 %, imaginez-vous, comparativement à 16 %. Donc, meilleur ratio également des dépenses sur la richesse foncière. Quand on regarde nos dépenses sur la richesse foncière uniformisée, ils sont les plus basses parmi les 10 grandes villes puisqu'on se situe à 1,56 % comparativement à 2,18 % pour la moyenne. Alors, par exemple, la moyenne étant de 2,18 à 1,56, si je voulais monter à 1,65, puis je suis encore pas mal plus bas que la moyenne des villes, j'augmenterais mes dépenses de 14 millions. 2 millions, c'est 1 % sur le compte de taxes. Ça vous donne une idée à quel point les dépenses de notre ville sont, toutes catégories, les dépenses les plus basses dans toutes les grandes villes au Québec. Il n'y a personne qui peut nous battre là-dessus. On est vraiment top niveau au niveau des dépenses. Alors donc, nous sommes quand même confrontés à une situation, d'abord notre boom résidentiel, et ce boom résidentiel-là fait en sorte qu'on est en train de, comment dirais-je, de vraiment dépasser nettement les prévisions qu'on avait faites. Alors, donc, on a, lorsque notre schéma est entré en vigueur, notre nouveau schéma qu'on a retravaillé il y a 1 an et demi, quand il est entré en vigueur, on prévoyait environ 800 logements par année. Et après 1 an et demi seulement, puis pourtant, nos gens en urbanisme disaient qu'on était très optimistes à 800 logements par année. Et après 1 an et demi, on est plutôt rendu à 2365 nouvelles unités d'habitation, ce qui est énorme. On a ajouté au total 60 km de rues dans notre ville depuis 2010. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et donc, ça explique en partie le fait qu'il va falloir, et c'est ce qu'on est en train de travailler avec le bureau de projet, l'élaboration est pas mal en cours. Alors, on va travailler beaucoup sur l'équilibre entre le développement résidentiel, commercial et industriel, puisque, bien sûr, lorsqu'on fait du développement résidentiel, souvent les revenus qu'on obtient par rapport aux services qu'il faut offrir
Il n'y a pas un équilibre. C'est vraiment le secteur commercial et le secteur industriel qui nous permettent de boucler la boucle et de se donner certains équipements supplémentaires. Donc, le fait est qu'on n'avait pas de rue industrielle viabilisée à notre arrivée en 2013 et nous avons dû procéder à la viabilisation de rues industrielles. Nous avons donc viabilisé 2 rues, une dans le parc industriel de Bernières et une dans le parc industriel de Lauson. Et là, déjà, au bureau de projet, à la direction du développement économique, il y a des projets qui commencent à poindre pour aller chercher davantage de revenus. Parce que, bien sûr, lorsque vous faites 10 millions de développement résidentiel, ça peut vous rapporter quelque chose comme 50, 60 000. Mais si vous le faites, le même 10 millions dans le développement industriel, ça peut vous rapporter quelque chose comme 280 000. Alors, ça vous donne une idée, le même 10 millions, alors de l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on va chercher ces revenus-là. Et le fait est qu'au moment où on se parle, aussi, il faudra, dans un 3e niveau, c'est que nous, on a une capacité dans notre périmètre urbain, on a une capacité de développement d'environ 22 500 unités. Ça, ce n'est pas du théorique, c'est du réel. On a une capacité réelle pour développer 22 500 nouvelles unités d'habitation, ce qui est énorme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne sort plus de notre périmètre urbain, ce qui nous a permis d'aller chercher des économies encore cette année au niveau de la réduction du personnel, parce qu'on ne travaille pas sur des projets inutilement. Alors donc, ça va être drôlement intéressant pour nous. Et ce qu'on est en train de faire, donc, c'est de travailler sur une densification urbaine autour de nos grands pôles urbains. Alors ça, on y travaille très fortement et en favorisant également une certaine forme de redéveloppement sur les grands boulevards comme le boulevard Guillaume-Couture, où dans le cadre du schéma, on permet maintenant la mixité des fonctions commerciales et résidentielles, ce qui permet aussi de monter en hauteur et de densifier, justement dans l'angle où on prévoit notre transport en commun. Alors voilà des éléments intéressants. Bien sûr, nous ajoutons dans le budget, en plus d'une coupure au niveau des dépenses de 2 millions de dollars, dont 1 200 000 dans la masse salariale. En termes clairs, on a fait ces efforts-là de coupure dans la masse salariale pour justement éviter qu'au lieu de 2,8, ça soit 3,8, parce que 2 millions, c'est 1 sur le compte de taxes. Donc, on a demandé un effort supplémentaire à nos gens pour une coupure d'environ 2 millions de dollars. Et on a ajouté 2,2 millions. Où vous pensez qu'on les a ajoutés? Dans les travaux publics. Alors, justement, pour compenser le fait qu'on a ajouté 60 km de rue et que là, il faut faire plus d'entretien. Alors donc, pour nous, c'est intéressant. Donc, on est allé chercher quand même, tout en maintenant une vigueur, ces argents-là qui sont nécessaires pour la poursuite de l'entretien de nos infrastructures. En même temps, on l'annonce et on le confirme à nouveau, la collecte des déchets une fois par semaine pendant la période estivale va être maintenue. Et deuxièmement, nous maintenons, évidemment, le paiement de la taxation en 12 versements, service qui est fortement apprécié par la population de Lévis et surtout que la population de Lévis a une caractéristique. Ce sont en bonne partie des familles avec des enfants. Alors donc, ça permet de répartir l'impact sur 12 mois. Alors donc, c'est intéressant pour les gens et nous, on est très, très fiers de poursuivre de continuer à donner ce service-là à la population. Ça nous coûte environ 500 000 $. Alors donc, en même temps, Monsieur le directeur général, j'en profite pour saluer le travail exceptionnel des membres de notre personnel, parce qu'au fond, comme je le disais tout à l'heure, écoutez, quand on regarde ça, c'est vraiment assez impressionnant. Je regardais la charge fiscale moyenne 2017. Tu sais, à un moment donné, là, on était à 2 732 là, pour une maison moyenne, alors qu'à Québec, on était à 3 270. À Terrebonne, 3 227, on va vous dire, et à Montréal, on était à 3 400. Mais si on se compare, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est les plus faibles, des troisièmes plus faibles. Mais si on enlevait à Sherbrooke le 30 millions en hydroélectricité qu'ils retirent de leur barrage, et si on enlevait à Saguenay le 12 millions qu'ils retirent de l'électricité pour les barrages, dans ce qui vient directement de la poche des contribuables, nous sommes les plus faibles, toutes catégories au niveau de la charge fiscale. Dans les 10 grandes villes, on est les plus faibles, toutes catégories, dans la charge fiscale auprès de nos concitoyens et nos concitoyens. En ce qui concerne la taxe commerciale, donc la hausse sera de 3,5 %.
Alors, et encore là, au niveau de la taxe commerciale, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais c'est une charge qui est nettement inférieure à ce qu'on voit à Québec, 30 de moins élevé que dans la grande région de Québec. Alors, on se maintient avec une taxation quand même commerciale qui est très, très concurrentielle et on est très fiers de le faire. D'ailleurs, en passant, on n'a pas assez tablé dans le passé sur cet avantage-là qu'on a par rapport à une taxe commerciale et industrielle moins élevée qu'ailleurs. Et à partir de 2018, dans le cadre de notre stratégie marketing qu'on a annoncée pendant notre campagne électorale, des engagements qu'on avait pris, alors c'est clair qu'on va faire énormément, beaucoup de promotions sur notre niveau de taxation très bas au niveau commercial et industriel pour attirer de nouvelles entreprises chez nous. Alors voilà, un portrait succinct qui va être évidemment complété par la prestance et la présentation de notre nouveau président du comité de finances, qui d'entrée de jeu, j'imagine, va nous présenter aussi les membres du comité de finances qu'on a nommés par résolution, donc, et qui vont travailler donc qui ont travaillé avec M. Clément Genet à l'élaboration de ce budget et de ce programme triennal d'immobilisation. Merci encore une fois à la direction générale. Merci à tout le personnel de la Ville. On a, dans les circonstances, c'est sûr qu'on aimerait toujours offrir un 0 mais ce n'est pas possible, hein, je veux dire, à un moment donné. Mais on essaie de faire des efforts pour maintenir un taux de taxation le plus bas possible. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci, M. le maire. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de présenter mon premier budget PTI en tant que président du comité des finances. Un budget sous l'enseigne de la bonne gouvernance, un budget responsable, un budget qui gardera Lévis parmi les villes les plus performantes au Québec en ce qui a trait aux indicateurs financiers, et ce, tout en injectant de nouvelles sommes pour les infrastructures, l'entretien de nos immeubles municipaux et en maintenant un niveau de service à la population très enviable. Un budget qui résulte, bien sûr, de travail d'équipe avec la direction générale, la direction des finances. Je remercie au passage M. Rousseau à mon tour, M. Marcel Rodrigue, Mme Marie-Lise Côté au PTI pour leur rigueur et leur professionnalisme. Alors, merci, M. Rousseau. C'est très agréable de travailler avec vous tous. J'en profite aussi pour féliciter mon... Monsieur Genet, je m'excuse. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais oublié de souligner le travail exceptionnel de M. Marcel Rodrigue. Alors, et toute son équipe de la direction des finances qui nous sortent des tableaux vraiment impeccables. Et bravo, magnifique travail. Excellent travail. Très rapide. Je voulais le signaler quand même parce que j'avais oublié de le faire alors que je m'étais pris une petite note. Voilà. J'en profite aussi pour féliciter M. Robert Maranda, mon prédécesseur, et tous les membres du comité des finances des 4 dernières années. Donc, M. Michel Patry, M. Jean-Pierre Bazinet et M. Fortier, Mario, qui est toujours avec nous. Donc, dès janvier 2018, avec mes nouveaux collègues du comité des finances, donc là, je les présente, Mme Isabelle Demers, Mme Karine Laflamme, M. Serge Côté et M. Régent Lamontagne, nous ferons équipe. Nous débuterons déjà le processus budgétaire pour l'élaboration du budget 2019, puisqu'il s'agit d'un processus continu et rigoureux qui nécessite entre 20 et 25 rencontres annuellement. Alors voilà, on rentre maintenant dans la présentation PowerPoint du budget et du PTI. Madame Couture, êtes-vous prête? Parce que là, contrairement à tantôt, je ne vois absolument rien de ce que je fais. J'ai mon support papier, puis c'est tout. Alors, page 2. Donc, ça se décline en six grandes catégories. Donc, la richesse foncière uniformisée et les permis, les revenus et affectations, les dépenses, les taxes et tarifications, la gestion de la dette et le plan triennal d'immobilisation. On commence avec la présentation de la richesse foncière uniformisée. Oh là! Super, merci beaucoup. On a réussi à faire le changement, donc merci. Donc, au niveau de la richesse foncière uniformisée, ça démontre ce tableau-là, tout l'historique depuis les fusions, donc depuis 2002 pour la ville de Lévis. Vous voyez qu'on a passé de 4,7 milliards d'actifs de richesse foncière uniformisée à 18,1 milliards cette année. Faites le calcul, on a multiplié par 4 notre richesse foncière, c'est extraordinaire.
Il faut se souvenir qu'on est parti de 10 villages ou 10 petites villes, puis maintenant, la ville de Lévis, c'est la 7e en importance au Québec. Donc, on voit le résultat. La page suivante, on a la richesse foncière uniformisée, cette fois-ci de 2013 à 2017. Cependant, en comparaison avec les 9 autres villes, 9 autres grandes villes de la province. Donc, on a encore une fois Lévis qui est en premier rang avec 20,3 % d'augmentation, la moyenne étant de 16,1 %. Autre page suivante, valeur des permis. Donc, on voit la valeur des permis qu'on attribue à chaque année, qu'on dessert. On part de 2010 avec 278 millions. En 2011, fait à noter, on avait la Tour des Jardins. Donc, c'est pour ça qu'on a un pic à 423 millions. On aimerait ça avoir des Tours des Jardins à tous les années. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aussi, j'attire votre attention sur le bureau de projet qu'on a créé en 2014 et qu'on a établi finalement en 2015. On voit en 2016-2017, vous voyez les cubes, là, vraiment la progression est fulgurante. On voit le résultat du bureau de projet. C'est clair, net et précis. Vous voyez qu'après 11 mois, en 2017, on est à 397 millions permis. À la même époque l'an dernier, donc après 11 mois, on était à 389 millions. Donc, il est permis de rêver qu'on pourra finir entre 400 et 425 millions, encore une fois, cette année en nouveaux permis. Revenus et affectations maintenant. Les revenus. Au niveau des taxes, on a des revenus de taxes qui augmentent de 11,6 millions à 230 446 000 $. Ça provient essentiellement de la croissance d'évaluation. On vient juste de dire qu'on croît notre évaluation, notre richesse foncière uniformisée à chaque année. Donc, l'assiette taxable est de plus en plus haute, ce qui fait qu'on rajoute environ 4 millions en nouvelles taxes dues à ce fait-là. Et on va chercher 7,6 millions par la hausse des taxes décrétées cette année. Les paiements tenant lieu de taxes, donc les enlieux de taxes, qui sont rendus à 6 666 000 en hausse de 374 000. En fait, ce sont les hôpitaux, les cégeps, les écoles primaires, secondaires, les centres de services, santé sociaux, etc. Au niveau des revenus de source locale, on est à 22 666 000 $ en hausse de 335 000. En fait, les revenus de source locale, ce sont des droits de mutation, ce sont des amendes, ce sont des revenus par rapport à l'entente 9-1. On a une centrale 9-1 sur notre territoire de la ville de Lévis qu'on gère, mais on a aussi des clients, des petites villes qui prennent nos services, qu'on facture, donc 1,2 million qui vient de là. On a de la tarification en loisirs aussi, donc c'est ce qui fait le 22 millions. En ce qui concerne les subventions, c'est 6,3 millions en subventions, en hausse de 691 000 $. En fait, c'est des subventions pour la collecte sélective, entre autres. Redevance des matières résiduelles, subventions pour les bibliothèques qui provient probablement du ministère de la Culture, etc. Au niveau des dépenses non récurrentes, on a une bonne diminution là. En fait, c'est facile à expliquer. En 2017, on avait une élection. On n'aura pas en 2018, 19, 20. Donc, c'est une fois par 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'en 2018, on retombe là, au niveau des dépenses non récurrentes. Excédent affecté, donc 278 000 en 2017, 94 000 en 2018. Financement à long terme, donc au niveau de la gestion de la dette. Non, financement à long terme et activités financières, excusez-moi. En fait, c'est le pacte fiscal qui a été signé en 2014, qu'on a ventilé ou lissé sur 4 ans, donc 14, 15, 16 et 17. Prenait fin l'année passée, donc ça ne s'appliquera pas en 2018 et les années subséquentes. C'est pour ça qu'on va chercher 1 million là. Pour un total de 9,8 millions en revenus. En ce qui a trait aux dépenses, on a 2 pages là, où on explique les écarts. Je ne m'attarderai pas sur chaque ligne. Je vais m'attarder sur les écarts les plus marginaux. En commençant par la direction générale, vous voyez que la direction générale, on a une baisse de 436 000 $ ou 11,5 %. Ça s'explique simplement par le transfert du bureau de projet qui a été créé en 2014-15, qui était sous l'égide de la direction générale. Maintenant, le bébé est rendu plus vieux, il marche tout seul, alors on l'a renvoyé à l'urbaniste qui en a pris charge. Donc, vous allez voir la page suivante, la contrepartie négative de ça. Donc, c'est l'urbaniste qui va devoir hausser son budget. En ce qui a trait au greffe, vous voyez une grande diminution là. Encore une fois, c'est l'élection. Donc, au niveau du greffe, on n'aura pas le 1,3 ou 1,4 million.
Au niveau des infrastructures, c'est important d'en parler. On a une hausse de 4,6 millions là. Donc, on a du personnel additionnel. On a l'entretien de la machinerie où on met 350 000 de plus. On a la quote-part à la STL qu'on met 250 000 de plus. On a l'entretien de nos infrastructures et nos bâtiments dont je parlais, que M. le maire a parlé aussi, pour 1,2 million. Donc, c'est de la bonne gestion, de la gestion en bon père de famille, dans le sens qu'on s'occupe de nos bâtiments, on fait de la prévention. C'est plus payant, je pense, de faire de la prévention dans ce domaine-là que de faire du curatif. Deuxième page des dépenses. Donc, vous voyez en urbanisme, encore une fois, le 20 d'augmentation à 1 million. Donc, 75 de ce million-là provient du bureau de projet qui a été transféré. Autres dépenses administratives, affectations et réserves, on a 73 de diminution à 1,3 million. Ça, en fait, c'est la loi 15 qui a été adoptée en 2014, 15 plutôt, pour le partage des déficits pour la pérennité des caisses de retraite au niveau municipal. Donc, vous savez que maintenant, c'est partagé 50-50, les cotisations, les déficits, etc. Ce qui fait en sorte que là, on commence à sauver de l'argent de ce côté-là. Ensuite, service de la dette, en terminant. Service de la dette montera à 51 millions cette année, en hausse de 3,5 millions. 3,5 millions, en fait, c'est le remboursement de capital pour 3,2 millions de plus. Donc, on rembourse 3,2 millions de plus en capital et 300 000 $ en intérêt de plus que l'année passée, pour 9,8 millions, encore une fois, pour un budget équilibré. On voit dans la page subséquente les dépenses par grande catégorie. On fait toujours ça pour fin de comparaison, si on veut, avec les autres villes. Donc, on a 3 catégories, masse salariale, autres dépenses et services de dette brute. On voit les différences. Donc, 2017, 121 millions de masse salariale, 2018, 126 millions. Cependant, notre taux, pourcentage, ratio, reste à 47 D'autres dépenses, 88 millions, passe à 90 millions en 2018 pour une augmentation d'1,2 million. Encore une fois, le ratio reste à 34 du budget. Et au niveau du service de la dette, on l'a dit, on monte à 51,6 millions en 2018 et notre ratio reste le même à 19 Alors voilà pour les dépenses par grande catégorie. On fait toujours cette page-là, la suivante, où on dit chaque dollar de votre compte de taxe, il va où finalement? Donc, je le prends par pointe de tarte, en commençant par les infrastructures et environnement pour 35 sous. 18 sous vont à la sécurité publique, police et incendie. 19 sous vont pour le service de la dette. 13 sous pour l'administration générale. Loisirs et culture, 9 sous. Urbanisme, développement économique, santé et bien-être, 5 sous. Et immobilisation à même nos revenus pour 1 sou. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Donc, notre ratio de dépenses sur la richesse foncière uniformisée, c'est là qu'on bat tout le monde, finalement, avec les réductions, le contrôle des dépenses qu'on a eu de 34 millions sur les 5 dernières années. On a réussi à contenir ça par rester à 1,56 %, ce qui est excessivement bon. Vous voyez que la moyenne est à 2,18. Donc, M. le maire parlait de, juste pour monter à 1,65, comme Terrebonne, ça coûtait 14 millions. Imaginez-vous, pour rejoindre la moyenne des autres villes, il faudra augmenter le budget de 50 millions environ. Alors, ce n'est pas étranger à ça, le fait qu'on ait pu maintenir nos dépenses, contracter nos dépenses dans les 5 dernières années, et ce, malgré une obligation légale qu'on avait finalement, qui s'appelle le schéma de couverture de risque. Il ne faut pas oublier ça. Dans les 5 dernières années, on a ouvert 2 casernes, donc Dréquéville et Pintendre, et ça a fait en sorte qu'on a dû acheter des camions, bâtir les casernes, entretenir les casernes et embaucher 34 pompiers, ce qui n'est pas peu pour un budget. Là, ça met énormément de pression sur un budget. Page suivante. Donc, comparaison des comptes de taxes, la charge fiscale, si on veut, en 2017 des 10 grandes villes. Donc, on voit que Lévis est la 3e meilleure. Cependant, comme disait M. le maire, si on prend Saguenay et Sherbrooke puis qu'on enlève le 12 millions de revenus hydroélectriques pour Saguenay et 30 millions pour Sherbrooke, on se retrouverait sûrement au premier rang. Alors, tout ça pour dire qu'une maison, on voit qu'une maison, la maison moyenne à Lévis, l'évaluation moyenne est 288 000 $, maison condo. Prenez cette maison-là, mettez-la à Québec, elle vous coûte 500 $ de plus par année. Ça veut dire que si vous avez une maison du double à 575 000 $,
il y en a quand même sur le territoire. Ça vous coûte 1 000 si vous la prenez, vous la mettez à Québec, de plus de taxes par année. Taxes et tarification, on voit la différence là, par rapport à l'augmentation pour le rôle 17 et 18. Donc, on voit la moyenne à 288 000 $. On voit les taux vraiment séparés par rapport à la taxe foncière. On voit qu'en 2018, que les nouvelles dettes étaient séparées. Maintenant, ils sont incluses dans le taux général foncier à 72,62. On voit la dette sur l'aqueduc à 0,03, les anciennes dettes pour 0,009. Ensuite, les tarifications, donc déchets, eau et assainissement, pour un total qui passe de 2 574 en 2017 à 2 648 en 2018, pour une augmentation de 73 $, toujours pour une maison de 288 000 $, ce qui fait 2,8 annoncé tout à l'heure. Et fait important à dire, c'est que nous, on a une augmentation qui est tout inclus, donc tout est inclus dans notre compte de taxes. Là, il n'y a pas d'autres tarifications surprises. Au niveau de la taxe et tarification, toujours, on voit ici, la page 14, les dettes des anciennes villes. Donc, il faut toujours mettre ça en relief. Bien qu'elles s'amenuisent depuis quelques années, les dettes diminuant, on voit que les différentiels sont beaucoup moins hauts. On a une moyenne à 2,8, bien sûr. Puis au niveau des anciennes villes, on passe de 2,6, la moins haute d'augmentation, à 3,1. On a déjà eu jusqu'à 7,8 de différence. Alors, on voit qu'en payant les nouvelles dettes, tranquillement, pas vite, là, on a beaucoup moins de différentiel ou de distorsion au niveau des variations de taxation. On le voit à la page suivante, vraiment les coûts par ex-ville au niveau des anciennes dettes. Donc, la moyenne pondérée de 28 $ en 2018. Puis vous voyez chaque ville, vous voyez où Charny, 21 $, Aix-Lévis, 29 $, Pintante, 18 $, etc. Il y a des villes que leurs dettes sont payées, donc on a un impact à 0. Donc, on voit dans la page suivante, en termes en valeur absolue, les dettes. On voit qu'ils ont déjà baissé pas mal de 2015 à 2016. Ça, c'est les chiffres annoncés au 31 décembre 2016. On voit que les dettes des ex-villes passaient de 16,6 millions à 12,5 millions en 2016. On voit qu'ils vont s'éteindre. La dernière colonne à droite, en 2026, il n'y aura plus d'ex-dettes. Donc là, on va être complètement harmonisé. Il n'y aura plus de soucis par rapport au compte de taxes. Tout va être uniformisé. Passons maintenant aux gestions de la dette pour s'en aller tranquillement vers le PTI. Donc, notre politique de gestion de la dette, en fait, il y a 3 paramètres dans notre politique de gestion de la dette qui se déclinent comme suit. Donc, on doit respecter ces 3 ratios-là. Donc, en premier lieu, un ratio de l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée sous la moyenne des 5 grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financier publié par le MAMO. Deuxième paramètre, un service de dette à la charge de l'organisme municipal n'excédant pas 20 % de ses revenus. Troisième paramètre, un endettement total net à long terme par unité d'évaluation sous la moyenne des 5 grandes villes de moins de 200 000 habitants, toujours en fonction du profil financier émis par le MAMO. On reprend ces 3 paramètres-là maintenant en chiffres. Vous voyez, le service de la dette nette sur le budget en 2017 à Lévis était de 17 %. En 2018, sera de 17,9 %. On sait que l'objectif est d'être sous 20 %, donc on respecte ce paramètre-là. Deuxième paramètre, l'endettement sur la richesse foncière uniformisée, donc 2,3 % en 2015, 2,43 % en 2016. La moyenne étant 2,95 %, donc on est sous la moyenne largement, donc on respecte aussi. Et troisièmement, l'endettement par unité d'évaluation, 2015, 6 890 et 2016 réel, 7 437 endettement par unité d'évaluation. Donc, la moyenne des 10 grandes villes est à 8 130 $. On est encore sous la moyenne, donc on respecte nos 3 paramètres de notre politique de gestion de la dette. C'est bien important. Je reprends gestion de la dette toujours avec le paramètre du taux de l'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée. On voit que Lévis est à 2,43, comme je l'ai dit à la page précédente. La moyenne est à 2,95. Terrebonne étant la plus haute à 3,83.
L'autre paramètre, l'endettement total à long terme net par unité d'évaluation. Donc, on voit Lévis à 7 437 par unité d'évaluation, la moyenne étant de 8 130. Terrebonne avec 11 497. Terrebonne, ville en croissance phénoménale. Donc, sont prises aussi avec des enjeux financiers. Plan triennal d'immobilisation maintenant, page suivante. L'autre. Exact. Écoutez, je vais décliner, je vais me concentrer sur les 3 derniers chiffres en bas, sans vous décliner là, les secteurs où on investit. On le verra un peu plus tard. Donc, investissement brut en 2018 de 126 millions pour des subventions et d'autres sources de financement à 50 millions. Donc, on a un emprunt net, des emprunts nets en 2018 de 75 millions. Je vous fais grâce des centaines de milliers. 2019, on a des investissements bruts de 98 millions pour des subventions attendues de 32 millions, donc un emprunt net de 65 millions. En 2020, on a un investissement brut de 105 millions. On a des subventions attendues de 44 millions pour des emprunts nets de 61 millions. On voit qu'en 2018, on n'est pas dans notre cible. M. le maire l'a expliqué. On a le viaduc de Saint-Rédempteur, bien sûr, qui fait comme un goulot d'étranglement à passer. On va le passer, il n'y a pas de problème. On est un peu en haut de nos cibles pour 2018, 19, 20, mais à partir de 2021, 22, on tombera dans notre cible à 55 millions. Et normalement, pour les années subséquentes, à 50 millions. Comme disait le maire, là, on attend de la direction générale et du Bureau de performance organisationnelle un plan décennal d'immobilisation où on verra à ce moment-là qu'est-ce qui est priorisé, qu'est-ce qui est priorisable et qu'est-ce que ça va nous coûter faire tout ça. Alors, voilà. Plan triennal d'immobilisation, toujours la répartition en fonction des investissements. Donc, où va l'argent? Ça, c'est pour 2018. Donc, développement du territoire, 27 %, administration générale, 5 %, sécurité publique, 2 %, j'arrondis, transport, 11,5 %, hygiène du milieu, ça, c'est aqueduc et égouts, en passant, 28 %, santé et bien-être, 1 %, aménagement et urbanisme, 1 %, et loisirs et culture pour 24,7 %. Page suivante. On dit d'où viennent les investissements. Donc, pour 2018, comment est financé le 75 millions net. Donc, emprunt par obligation pour 59 %, subvention pour 30 %, budget de fonctionnement, donc on va se financer à même le budget de fonctionnement pour 6,4 %, fonds de roulement pour 2,1 %, financement externe pour 1,8 %. En terminant, on vient détailler un peu les faits saillants dans le sens qu'on a mis par ordre décroissant les plus grands investissements, les plus grands chantiers. Bien sûr, le premier étant construction d'un complexe aquatique dans la région de l'Ouest, à Saint-Nicolas, 32 millions. Développement du secteur chez la Chaudière, donc lien routier Saint-Rédempteur pour 27 millions. 24 millions pour la réfection de pavage, bordure et trottoirs. Construction d'un poste de police, la phase 1 pour 19,5 millions. On est encore dans les études préliminaires et les plans et devis en 2018. Développement et aménagement de parcs industriels pour 17 millions. Développement dans le secteur des pôles commerciaux Saint-Romuald pour 13 millions. Développement du secteur Saint-Étienne pour 10 millions. Secteur boulevard Étienne Dallaire et la rue Saint-Omer pour 9,9 millions. La construction de la maison de la musique et de danse pour 6,9 millions. Aménagement de parcs régionaux et réseaux cyclables et pédestres pour 6,3 millions. 4,4 millions pour le développement de logements sociaux et communautaires. 3,9 millions pour l'aménagement du secteur de la traverse, ce qui reste à faire, et 24,9 millions en autres investissements, dont 9,2 millions pour l'acquisition, renouvellement d'équipements, machinerie, nouveaux véhicules. Donc, on met de l'argent, encore une fois, sur nos machineries, hein, nos matériels roulants importants, et le maintien et développement du système de gestion financière pour 1,5 million. Alors, voilà le plan triennal d'immobilisation et le budget pour 2018. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Genet. Alors, bravo, félicitations pour cette
Belle présentation. Alors, donc, qui était très claire. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez fait vos classes. Là. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci à tout le comité de finances en passant. Alors, donc, nous allons maintenant passer à la période d'intervention des membres du conseil municipal de la ville et j'irai par proposition. Est-ce qu'il y en a qui ont des interventions à faire et ajouter ou ça va? Alors, donc, on y va. Oui. Alors, donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Éric Lambert de Renouveau Lévis. J'aimerais savoir, concernant la dernière séance du conseil qui a eu lieu le 11 décembre, il y a eu un changement de règlement qui était sur les emprunts de 17 millions de dollars pour, je crois, j'étais absent, là, mais ce que j'ai lu, c'était pour les aménagements, les infrastructures, la mise à niveau. Ce 17 millions-là d'emprunts a été transformé par réglementation sur une taxe uniformisée là, à l'ensemble de la ville. Est-ce que ce 17 millions-là se répercute dans le budget qui s'en vient? Là? Je veux juste savoir où est-ce que ce 17 millions-là est passé, puis quelle en est la raison, justement. Ça n'a aucun rapport, là, M. Genet? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun impact budgétaire ni sur la taxation des contribuables. OK, parce que vous avez quand même une cible d'emprunt là, qui est de 20 sur les revenus, puis je voulais savoir si ça avait une incidence pour essayer de donner plus de marge de manœuvre pour emprunter en mettant ça en taux de taxation supplémentaire. D'accord. Je viens de voir juste la dernière page qu'on vient de consulter pour l'histoire du viaduc de Saint-Rédempteur. C'est inscrit 27 millions. Il n'y a pas longtemps, on parlait juste d'un 17 millions. On a-tu un chiffre fixe là-dessus ou ça joue tout le temps de coupe de millions comme ça d'un budget à l'autre? Parce que juste avant les élections, je vous rappelle que quand on a perdu la subvention du gouvernement, vous parliez de 17 millions, puis là, on a un 27 là, qui apparaît. Faisons le correctif, c'était 21 millions, mais ça ne comprenait pas le prix des approches, les acquisitions de terrain. Et tout ce qu'on avait à faire, là, c'est un prix global qui comprend tout. Mais les travaux comme tels, ce qu'on a donné sous contrat, là, on est à 21 millions et c'est ce qui était subventionnable. Mais dans un projet comme celui du lien de Saint-Rédempteur, tout n'est pas subventionnable. Alors, le 21 millions était en rapport à ce qui est recevable au niveau des subventions gouvernementales. C'est pour ça qu'à l'époque, on parlait non pas de 17, comme vous dites, mais de 21 millions. Pour la simple et bonne raison que tout le reste n'était pas subventionnable. Par exemple, lorsque vous faites des acquisitions de terrain, lorsque vous êtes obligé de dédommager Hydro-Québec parce qu'eux autres, il faut qu'ils tassent certains de leurs massifs de fil. Alors, donc là, c'est nous qui l'assumons à part. Il n'y a pas de subvention pour ça. On négocie ça directement avec Hydro-Québec. Et Hydro-Québec ont quand même été très corrects avec nous parce qu'on a pu passer sur leur terrain. Ils ont quand même été accommodants pour nous, mais c'est quand même des frais supplémentaires. Alors aussi, certaines acquisitions de propriétés, donc, qu'on est obligé de faire pour s'assurer qu'on puisse passer et qu'on puisse faire le lien correctement. Alors, c'est plus des frais, disons, non admissibles aux subventions entre le 21 et le 27 millions. D'accord, mais là, on va s'entendre, ça va être 27 millions, puis c'est vraiment le chiffre qui va rester jusqu'à la fin du projet? Bien, j'imagine que oui. D'accord. Bon, on parlait du 40 millions de revenus qui vient sur la taxe sur l'essence pour nos infrastructures puis tout ça. Est-ce que c'est déjà tout calculé là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de pages qu'on parle d'infrastructures, de réfection, mais il n'y a rien ces subventions. Si vous allez voir dans le cadre du programme triennal d'immobilisation, que vous avez eu là, ici, là, alors vous allez regarder, par exemple, en ce qui touche à aqueduc, égout et tout ça, et là, vous allez voir prévision des investissements, la première colonne, la deuxième colonne, financement par emprunt, la troisième colonne, subventions. Alors là, apparaissent toutes les subventions. Alors là, vous allez les voir, les subventions. Là, règle générale, ce qui touche à aqueduc, égout, réfection et mise à niveau, c'est des subventions gouvernementales. Est-ce qu'on a fait un tiré à part sur le total des subventions qui sont engagées cette année? Ou on pourrait vous donner le chiffre si vous souhaitez l'avoir. Je regardais la page 2, il n'y a absolument rien de subventionné. Mais non, c'est parce que... Oui, pas grand-chose. Non, mais là,
C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas dans les subventions, dans les aqueducs et les égouts, là. Comprenez-vous l'idée? Alors, il faut que vous alliez dans le sous-sol, là, un petit peu plus loin, là, vous allez voir apparaître les infrastructures du sous-sol. Alors là, c'est sûr que ça apparaît à ce moment-là. Non, on parle de bassin de rétention. On pourra même vous en faire la liste si vous voulez à part. Non, c'est correct. C'est facile, on pèse sur le bouton, on peut vous les sortir. Puis, concernant, j'ai vu passer tantôt l'enfouissement des fils sur le chemin Vire-Crêpe dans Saint-Nicolas. Est-ce que ça touche le secteur qui a déjà été lourdement travaillé cet été? Parce qu'il y a eu 2 mois, qu'il y a eu des travaux majeurs qui ont été faits dans ce coin-là. Pourquoi ça n'a pas été fait en même temps si c'est dans le même secteur? Ça n'a rien à voir, les travaux, ces travaux-là. Ça a été fait en même temps, puis on a tout réglé. D'accord, mais on parlait... C'est très joli en passant. Hein? Je ne sais pas si c'était... Oui, mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas eu l'autobus pendant longtemps, mais juste savoir, l'enfouissement n'est pas fait, là. Oui, c'est fait. OK, puis là, c'est sur le bilan pour le budget de 2018? Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a toujours des résiduels à un moment donné, les facturations, etc. OK. Alors, donc, il reste peut-être quelques petits éléments à compléter, mais c'est mineur. Des fois, souvent aussi, vous allez voir apparaître des résiduels. C'est pour l'aménagement de terrain, le gazon, les petites affaires qui n'ont pas été faites. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonne soirée. Monsieur le Président, Marcel Labrie. Monsieur Labrie, comment allez-vous? Bien, bien. Très bien. Ça allait. Avant de voir le budget. OK. Bon. Plan triennal, on voit qu'il y a un 27 millions pour le lien routier. Il n'est pas subventionné. Vous avez dit qu'il y avait des qui n'étaient pas subventionnables. Rien n'est subventionnable. Est-ce qu'on a été obligé de couper dans le plan triennal à quelque part pour le faire? Non, on n'a pas coupé, parce que savez-vous pourquoi? C'est ce que j'ai expliqué cet après-midi, pour la simple et bonne raison que, et tout à l'heure, la question est venue, le fait est que la taxe sur l'essence, c'est 40 millions de dollars qu'on reçoit des gouvernements, et là, on a jusqu'en décembre 2018 pour compléter nos travaux. Alors, le problème, c'est comme on est dans des infrastructures souterraines qui souvent peuvent être financées jusqu'à 80 %, imaginez-vous, on ne peut pas se permettre sur des travaux de 4, 5, 6, 7, 8, 10 millions, on ne peut pas se permettre de perdre ces sommes-là. Alors, malheureusement, les programmes gouvernementaux font en sorte que souvent, ce n'est pas nous autres qui dirigent la cadence, mais c'est vraiment les échéanciers que le gouvernement donne. Je vous donne des exemples, la réfrigération des arénas. Le gouvernement sort un programme pour dire, bon, bien, ceux qui veulent qu'on vous aide financièrement pour moderniser vos systèmes de réfrigération d'aréna, vous avez jusqu'à telle date de déposer un projet. Après, vous avez jusqu'à telle date de faire les travaux. Le problème, vous allez voir, l'année prochaine, là, vous allez voir, là, il va y avoir à peu près 26 villes qui vont partir en appel d'offres dans Chaudière-Appalaches juste pour la réfrigération. Puis vous allez voir la conséquence, les prix vont se mettre à augmenter parce que les gens ne fourniront pas à faire des travaux. Alors, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'au fond, on l'a regardé de tout bord, de tout côté, et malheureusement, on ne voulait pas échapper de subventions. D'ailleurs, en passant, c'est exactement ce que la Ville de Québec a fait. J'écoutais M. Labo m'en parler la semaine dernière. Il disait exactement la même chose. En raison de subventions aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts qu'on ne veut pas perdre, oui, on a augmenté un petit peu plus nos emprunts à cause de ça. Alors, des fois, on n'a pas le choix, malheureusement, parce que, vous le savez, vous avez déjà été là-dedans. On ne peut pas se permettre de perdre des subventions à 80 %. Là. Exactement. Mais on va la payer au complet, mais ça va être un peu se rembourser automatiquement. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai compris. Exactement. Merci. 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 Alors, bonne soirée à tous et à toutes. En passant, je voudrais, pour ceux qui n'assisteront pas à la prochaine rencontre, qui est l'Assemblée régulière, que vous pouvez rester si vous le souhaitez. Il y a quelques sujets à l'ordre du jour. Ça va être plutôt mince parce que je pense que la pièce maîtresse ce soir, c'était le budget et le programme triennal des mobilisations. Mais aux gens qui nous regardent à la télévision, qui nous regardent en direct, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Je voudrais souhaiter aux membres du conseil municipal de joyeuses fêtes, aux médias d'information également, aux gens qui sont dans la salle. Alors donc, joyeuses fêtes tout le monde. Et M. Rousseau, transmettez à tout le personnel nos meilleurs vœux et à la direction générale également, à tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration de ce budget. Ce ne sont pas des exercices faciles, mais je pense qu'on a réussi quelque chose d'intéressant. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Et puis, bien, notre ville est la première au niveau de la croissance économique, la première pour la qualité de vie et la première en sécurité au Québec. Alors, on veut se maintenir
en tête de liste. Et vous allez voir qu'en 2018, on va faire des efforts considérables pour pousser au maximum notre développement industriel et commercial. Alors voilà, joyeuses fêtes à tous et à toutes. Et puis, on se revoit dans quelques minutes pour l'Assemblée régulière. Merci. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? J'ai secondé. Merci.